Chef, sur France Maghreb 2, on parle de notre système de santé. Va-t-il ou est-il en train de craquer, ce système de santé, avec des pénuries de médicaments, avec des médecins qui sont en grève et avec des services de réanimation qui se remplissent en ce moment pour cause de différentes pandémies, grippe, Covid, bronchiolite aussi. Voilà, c'est les urgences qui ferment, les hôpitaux ne vont plus. Amine, vraiment, c'est en train de craquer là. Bah non, c'est pas en train de craquer, ça a déjà craqué. Moi, je rejoins ce que disait Sabrina à l'instant. Ce qui nous aurait permis d'éviter ça aujourd'hui, c'est des décisions qu'il aurait fallu prendre il y a plusieurs années. Exemple. La question du numerus clausus, par exemple, qui a, tu en parlais tout à l'heure, qui a clairement empêché de former des professionnels de santé pour justement, parce que vous savez, quand vous formez un... Alors, on parlait des lits tout à l'heure. On supprime des lits, pas parce qu'on n'a pas le matériel. Le matériel, on l'a. Les espaces, on les a. C'est parce qu'on n'a pas les professionnels. Vous savez, pour chaque lit de réanimation, il faut 5 à 6 professionnels. Et ça, c'est énorme. Vous savez, c'est le gouvernement qui a quand même exclu pas mal de soignants. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre sujet. C'est un élément important. Non, je suis d'accord. Mais juste pour terminer là-dessus, c'est que sur la question de la formation des professionnels de santé, vous savez, pour former un anesthésiste, par exemple, il faut à minima 10 ans. Donc là, si on voulait tout de suite permettre justement d'inverser la tendance, il faudrait déjà supprimer le numerus clausus. Ensuite, il y a la question de la médecine de ville. Aujourd'hui, on évoque, on dit beaucoup de choses sur les médecins de ville, sur les généralistes, etc. Sauf qu'ils portent aussi à bout de bras la médecine de ville. Parce que, vous savez, quand vous voyez 30, 40, 50 patients par jour, c'est beaucoup moins de temps que vous accordez à chaque patient. C'est aussi derrière tout un travail administratif extrêmement lourd pour lequel les médecins ne sont parfois pas accompagnés. Donc, on les a beaucoup critiqués sur leur revendication de doubler le montant de la consultation, sauf que le travail qu'ils font au-delà de l'aspect uniquement de santé, mais le travail de comptabilité, le travail de gestion administrative, etc., est extrêmement lourd et ils pèsent beaucoup dans leur tâche quotidienne. Ensuite, il y a évidemment les financements, il faut le dire. Les financements ont beaucoup chuté depuis au moins 2 quinquennats et les derniers présidents de la République, les dernières majorités présidentielles ne sont pas tout à fait exemptes de responsabilité dans cette affaire. Ouais. On a clairement démantelé l'hôpital public, on a clairement démantelé le modèle français de soins et je crois qu'il faut maintenant, au-delà d'essayer de réparer celui que l'on a aujourd'hui et qui est dans un état catastrophique, il faut en construire un nouveau, il faut un nouveau modèle de santé. Et là où il y a eu vraiment un basculement, c'est quand on a commencé à finalement accorder des budgets en fonction des actes de soins. Ouais. Et c'est là où il y a eu vraiment un basculement dans notre système de santé français. Il y a des choses, à mon avis, qu'il faudrait complètement revoir. C'est déjà la loi HPST, qui a complètement... C'était la loi qui a territorialisé la question de la prise en charge des patients et donc qui a réduit pas mal d'infrastructures. Un petit peu sur le modèle des écoles par exemple, la mise en place des ARS. Moi, je vous invite à regarder les organigrammes d'ARS où il y a 200 personnes, dont beaucoup de médecins qui, à mon avis, seraient beaucoup plus utiles à soigner des gens qu'à faire de l'administratif et faire de la paperasse et des tableaux Excel. Et puis, surtout, la T2A, qui a mis en concurrence directe le secteur privé et le secteur de l'hôpital public, et qui a donc en fait envoyé toutes les activités lucratives au secteur privé en déshabillant complètement l'hôpital public. Aujourd'hui, on a de vraies compétences dans l'hôpital public qui sont complètement sur lesquelles finalement les actes qui rapportent le plus financièrement, qui permettent de renflouer les caisses de l'hôpital, sont partis au secteur privé. C'est ça la réalité de l'hôpital aujourd'hui. Donc quand on remettra tout ça dans le bon ordre et qu'on supprimera la T2A, ou en tout cas on retournera à un système qui permet d'avoir une égalité entre le public et le privé, à ce moment-là, je pense qu'il y a déjà des choses qui évolueront dans le bon sens. Oui, et je rappelle qu'on parle quand même de la 7e puissance. Et par ailleurs, on a aussi une fuite de nos professionnels de santé vers les pays comme le Canada, vers les pays scandinaves, parce qu'il y a un meilleur système. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont dans de meilleures conditions de travail et donc on a aussi cette fuite là qu'on essaie de compenser par les médecins venus du Maghreb. Ouais, en fait, du Maghreb ça vient en France et de France ça va au Canada et aux États-Unis. On fuit toujours plus haut. Juste un mot sur les médecins généralistes, en tout cas ceux qui sont vraiment aujourd'hui dans les cabinets. Je rappelle quand même qu'au moment de la première vague du Covid, ils ont été livrés à eux-mêmes sans rien, et à l'hôpital aussi, mais sans protection, sans information, sans moyens. Et il y a pas mal de médecins généralistes qui sont morts du Covid pendant la première vague en prenant en charge des patients jusqu'au bout.
Ils étaient en première ligne. Et ils étaient en première ligne. Je Et pense il faut qu'il leur rendre vraiment hommage pas les d'ailleurs à oublier, tout faut leur rendre l'ensemble du hommage tout le personnel, temps. du Absolument. brancardier au médecin en passant par Et la l'ambulancier. meilleure manière de le faire, c'est de les soutenir dans les revendications qu'ils ont aujourd'hui. Financières et de conditions de travail, et non pas de Et- les applaudir et pour pendant ceux 3 qui mois continuent à 20h. à Ouais. nous parler du trou Et de puis la un an après, de sécurité les exclure. sociale, Ouais. je rappelle que le système de la sécurité sociale n'a jamais été mis en place pour être bénéficiaire, mais que dès le départ, c'est un système qui était voué Bien sûr, à être à déficitaire. être déficitaire. À la puisque- solidarité. Absolument. Et qui serait largement compensé si on allait chercher l'évasion fiscale. Absolument. Très bien. Bon, bah, c'est bien, c'est du concret tout ça, les amis. Parfait, bah, ça nous emmène tout de suite en Afghanistan. Un recul de plus pour les femmes afghanes. Ce samedi, le gouvernement taliban a interdit aux ONG nationales et étrangères de travailler avec des femmes. Pour justifier cette décision, le pouvoir afghan invoque un code vestimentaire inapproprié, notamment sur le port du hijab islamique. Une mesure dénoncée par le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Afghanistan. Le Bureau des Nations Unies en Afghanistan est profondément préoccupé par la décision annoncée aujourd'hui de suspendre l'enseignement universitaire pour les femmes. L'éducation est un droit humain fondamental. Une porte fermée à l'éducation des femmes est une porte fermée à l'avenir de l'Afghanistan. Cette annonce intervient 4 jours après la décision du gouvernement taliban d'interdire aux femmes de suivre des cours dans les universités publiques et privées du pays. Samedi, dans la ville d'Herat, une centaine de femmes ont manifesté pour protester contre cette interdiction. Nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer notre droit à étudier et à l'éducation. Nous ne portons pas d'armes, les talibans nous ont forcés à venir dans cette rue étroite et ont ensuite utilisé des canons à eau contre nous. Nous avons toutes été mouillées et de nombreuses filles sont tombées. Ils ont peur de nos voix et n'ont pas d'autres armes. Nous voulons nos droits. Depuis leur retour au pouvoir il y a 16 mois, les talibans ont multiplié les mesures liberticides, en particulier à l'encontre des femmes qui ont été progressivement écartées de la vie publique. Les talibans auraient-ils menti, Tarek Mami? Je vais commencer par dire, Christophe... Un reportage de France 24. Oui, Précise. alors je vais commencer par tordre le cou à une demi-vérité, à une fausse vérité, à une vérité qui circule dans la communauté, y compris ici en France. Il n'y a pas de vêtements islamiques. Il n'y a que des vêtements de tradition culturelle du pays. Demandez à quelqu'un qui vit au pôle Nord de mettre le qamis parce qu'il est musulman. Et on verra combien d'heures il tiendra. Donc cette histoire, et je fais exprès d'utiliser ce genre d'image pour ridiculiser ceux qui nous vendent le abaya aujourd'hui. J'ai été dans une conférence de presse, il y a une chercheuse qui nous explique que le abaya est une tenue islamique, qu'elle comprend les jeunes filles qui voudraient mettre de la abaya pour aller au lycée. Il n'y a pas de tenue vestimentaire islamique. Cette burqa qui aujourd'hui pullule dans tout le monde islamique est une création. Et ceux qui doutent de ce que je dis, ils vont chercher non pas Hajj Google, mais les vrais livres, est une création afghane qui date de l'avant l'islam. Donc avant l'islam, les femmes en Afghanistan, traditionnellement, elles mettent cette burqa avec le visage couvert. Et quand l'islam est arrivé dans ce pays, qu'il ne voulait pas bousculer les traditions, parce que l'important pour lui, c'était d'installer sa religion, il ne l'a pas touché. Et aujourd'hui, on vous explique que c'est une tenue islamique. Pour les talibans, il n'y a que les naïfs qui pouvaient croire qu'en revenant en Afghanistan, après avoir été chassés pour des mauvaises raisons par les Américains et laissés s'y installer pour des mauvaises raisons par les Américains, allaient changer de vision. C'est des salafistes primaires, salafistes dans le sens où ils ne savent pas encore qu'on est arrivé à 2022, 1498 en calendrier islamique si je ne me trompe pas, et qu'ils croient qu'on vit toujours au 1er siècle de l'Hégire. Et qui comparent et qu'ils voudraient imposer. Et donc, les principaux responsables, et ce n'est pas du complotisme pour moi, c'est les Américains. Les Afghans, non, d'ailleurs, ils n'ont pris aucune promesse. Ils ont pris une seule promesse à Christophe, c'était de constituer un gouvernement dans lequel toutes les tendances existeraient. Et ce gouvernement n'existe pas. Les talibans font des talibans. Ils l'ont fait avant avec Ayman Zawahri et Ben Laden. Ils le refont aujourd'hui. Donc venir critiquer l'Afghanistan aujourd'hui, pour moi, c'est une pure hypocrisie occidentale. On savait ce qui allait... Il y a une situation des femmes aujourd'hui. Non mais, elle devait être là où elle est, Christophe. Et ceux qui ont applaudi il y a 2 ans, et les Américains qui ont commis
Ça sont les premiers responsables. Donc vous dites, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça émane de la faute des Américains, bien mais sûr. on s'en occupe pas, on s'en fout, la situation des femmes afghanes ne nous intéresse pas, c'est ça? Ce qui les intéresse, c'est qu'il n'y ait plus de soldats américains qui meurent en Afghanistan, parce qu'ils doivent les déplacer ailleurs, et d'ailleurs, pour pouvoir envoyer les armes qu'ils utilisaient, et je le dis tel que je le pense, de l'Afghanistan à l'Ukraine, et ce qui se passe chez les femmes afghanes, c'est pas le problème. Donc, si c'est une honte pour nous, c'est surtout une honte pour ceux qui se réclament de l'islam. C'est surtout une honte pour ceux qui n'ont rien fait pour sauver ces femmes afghanes et qui n'ont pas su imposer une espèce de transition démocratique entre guillemets. Et donc aujourd'hui, il nous reste les yeux pour pleurer et la voix pour dénoncer. Vous voulez dire que les musulmans ne s'emparent pas de ce sujet? Il n'y a pas, excusez-moi, les musulmans vivent dans le... Bon, je vais être la majorité de ceux qui s'instituent responsables ou représentants de l'islam vivent dans des chimères d'il y a 14 siècles. Ils ne sont pas aujourd'hui en compétences théologiques et religieuses pour vivre l'islam au jour d'aujourd'hui. Il y avait Nahnah, le président du parti MSP algérien, il avait une phrase terrible. Il disait en pleine décennie noire en Algérie, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent aujourd'hui, il mettrait des costumes de Sheila Gaffer parce que il faut vivre avec sa modernité. Le prophète vivait à un moment où la modernité était de mettre des qamis blancs parce qu'il fait chaud là où il vivait. Et donc ceux qui veulent calculer le premier siècle de l'Égypte sur le 14e siècle, ils se trompent. Et je suis vraiment, malheureux quand je vois cette situation des femmes afghanes qui ne peuvent plus aller à l'université, qui ne peuvent plus rien faire en fait. Qui ne méritent pas le sort qu'il aurait fait parce que en plus, c'est elle le savait d'ailleurs parce que quand on voyait un petit peu tous ces Afghanes et Afghans qui partaient en masse quand les talibans sont revenus. Et je termine là par une phrase. Ce sont des hommes qui décident comment les femmes vont vivre là. C'est ça, ouais. Et ça me tue, moi. Sabrina, la situation des femmes afghanes. C'est un peu occulté par la presse là pour le coup. C'est dramatique, c'est une violation des droits humains, franchement, et c'est un recul. Mais ça a été rappelé, c'est-à-dire que l'Afghanistan, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas connu, je crois, la paix, et avec des périodes de trêve et de prise de pouvoir d'un côté et de l'autre sur ce pays. À chaque fois, ce sont les femmes qui payent dans ces conflits, et c'est encore plus vrai en Afghanistan. Je pense que c'est vraiment... on n'en parle pas assez, mais au même titre qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe en Iran, en réalité. Et aujourd'hui, on voit des ONG, d'ailleurs, qui commencent à annoncer qu'ils ne pourront plus maintenir leurs activités en Afghanistan pour soutenir le peuple afghan, parce que, justement, soit parce que ce sont des femmes qui y travaillent, et que, du coup, les talibans leur mettent aussi des restrictions très dures qui fait qu'elles ne peuvent plus maintenir leur activité. Donc, en fait, derrière ces décisions qui sont totalement arbitraires, injustes, et sur lesquelles qu'il faut dénoncer, il faut se battre pour que les femmes puissent retrouver leurs droits et pouvoir apprendre en toute liberté, travailler en toute liberté dans ces pays, mais au moment où les talibans étaient revenus, on a été plusieurs à alerter sur la situation. Ceux qui ont cru que le gouvernement avait changé, c'était en gros remasterisé version 2020 le gouvernement. On voit bien que c'est pas du tout le cas, et en fait ils retournent exactement à leurs fondamentaux, qui sont l'exclusion des femmes de la société afghane, et en leur permettant d'avoir aucune possibilité ni de travailler, ni d'étudier, ni de pouvoir vivre en toute normalité dans ce pays. Et je pense que la suite va être pire, parce que si les ONG commencent effectivement à ne plus pouvoir apporter de l'aide au peuple afghan, derrière c'est d'autres crises qui vont se cumuler à celle-ci, et c'est dramatique, vraiment, je le dis, pour ce peuple qui souffre depuis de trop nombreuses années maintenant. Femme sacrifiée, Amine. En fait, moi je voulais revenir sur ce que disait Tarek à l'instant, en complément surtout de ce qu'il disait, c'est que moi je suis loin d'être un théologien et j'en ai pas les compétences, mais oui, en effet, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de vêtements légiférés en islam qui indique qu'il faudrait être habillé de tel ou tel vêtement. En revanche, il y a des règles de bienséance, on va dire, qui viennent codifier en quelque sorte le comportement des hommes, des femmes de manière générale, sur tout un tas de sujets et de domaines. Ça, c'était pour la première chose. Ensuite, la question aujourd'hui, il fait vraiment pas bon d'être une femme en 2022 en Afghanistan. On n'a plus le droit d'aller au collège, on n'a plus le droit d'aller au lycée, on n'a pas le droit de faire des études supérieures, on peut pas travailler, on doit être en permanence accompagné par un membre de sa famille
homme, on ne peut pas conduire, on ne peut même pas s'asseoir à l'arrière d'un taxi. Enfin, il y a tout un tas de contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les épaules des femmes afghanes. Et il faut quand même être un tout petit peu lucide sur la question, c'est-à-dire que qui en sont les responsables de cette situation ? Enfin, les premiers responsables sont quand même les États-Unis, évidemment, mais plus généralement les pays occidentaux qui ont été quelque part des perturbateurs dans la région, il faut le dire, les Américains en premier lieu. Et il y a aussi la question du Pakistan. À quoi joue le Pakistan dans cette affaire qui, compte tenu de son conflit qui dure depuis des décennies avec l'Inde, joue quelque part à se chercher quelques alliés et donc il voit quand même d'un certain bon œil que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan et donc il y a par ailleurs un certain nombre de talibans qui ont été formés dans des écoles pakistanaises. Et ça, on ne le dit pas assez. Il y a donc dans cette affaire tout un tas de responsables. Bien et sûr. aujourd'hui, malheureusement, l'Afghanistan n'intéresse plus personne en Occident. C'est bien Et triste. donc, au-delà, tout à l'heure, Sabrina disait, on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais surtout, on n'agit pas assez. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien aujourd'hui, ni en Afghanistan, ni ailleurs, par ailleurs, ni en Iran. Et d'ailleurs, à chaque fois que les Occidentaux s'expriment sur des pays étrangers, souvent c'est pour critiquer. On l'a vu tout dernièrement avec le Qatar. En Afghanistan, pas de pétrole, pas de gaz. Bon, oui, c'est peut-être aussi. C'est ce peut-être qui pour ça aussi explique que ça cela. n'intéresse pas. Absolument. Dans un instant, Mam, on continue l'anniversaire de France 3. Dans un instant, avec la belle histoire des génériques, le quiz et la belle histoire du jour. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF.